Alors en fait, je ne pourrais pas dire qu'il y a quelque chose qui m'a amené à entreprendre. Je crois que ça a toujours été en moi. Comme j'aime dire souvent à mes étudiants, je crois que dans ma famille, ça fait 2500 ans qu'on doit être entrepreneur. Je ne sais pas si l'entrepreneuriat c'est inné ou acquis, malgré qu'il y a des nouvelles études qui prouvent qu'au point de vue même, on peut avoir de l'inné culturel, entre guillemets. Alors, à titre d'anecdote, je ne sais pas, moi j'avais 11 ans dans la cour d'école, avec nos amis, on jouait aux billes. Ben, moi j'avais déjà monté un système où j'avais compris que les meilleurs tireurs pour tirer les pyramides de billes, si j'installais une pyramide, ils risquaient de me prendre ma pyramide. Donc j'avais fait une association avec les deux meilleurs tireurs que ils pouvaient tirer les pyramides des autres, mais pas les miennes, et qu'à la fin de la journée, on se partagerait notre butin, moi en tant que personne qui n'était pas bonne pour tirer les billes, mais pour mettre des pyramides, versus eux, ils tiraient bien, et on se partageait. Donc j'avais déjà fait un partenariat avec presque, je dirais, de la concurrence, quoi. Je ne sais pas si c'est de l'entrepreneuriat ou pas, ça, mais pour vous dire que déjà, c'était ancré en moi, et je crois que, comme dirait Jourdan, je crois dans de Molière, là, je faisais de l'entrepreneuriat sans le savoir. Pareil, à 15 ans, de cueillir des fraises. À un moment, j'étais un cueilleur de fraises dans un champ pour un agriculteur. Et après peu de temps, c'est moi qui lui achetais les fraises pour les revendre dans mon quartier, aux voisins, à ma mère, aux amis de mes parents, ou quoi que ce soit. Et je faisais 10 fois plus d'argent à revendre ces fameuses fraises que le prix que j'étais payé pour les cueillir. Alors donc ça c'est venu presque, je dirais, naturellement. Et naturellement, je n'avais pas fait de cours de management ou des cours d'entrepreneuriat avant de commencer ces activités. Alors effectivement, après un certain âge, vers 17 ans, 18 ans, j'ai créé à peu près une douzaine d'entreprises dans ma vie, dans des secteurs complètement différents, suivant la situation, suivant la ressource du moment, suivant mon état d'âme, suivant ma situation géographique. Ça pouvait être donc comme au Canada, comme en Europe, aux Antilles, au Japon, ou je ne sais où. Suivant donc l'endroit où j'étais, au moment où j'étais, dans quelles conditions que j'étais. J'ai fait mes études, je les ai payées comme ça. En même temps que je faisais mes études, c'est sûr que j'avais déjà des opérations commerciales, mais tout bêtement parce que j'étais membre de la fédération de soccer sur le conseil d'administration et je connaissais plein de clubs. Je leur ai vendu des t-shirts à leur effigie pour faire des campagnes de financement. C'est un moment, il y a eu les Jeux Olympiques en 76 à Montréal. Ben, une année avant, j'ai monté une agence de presse parce qu'il y avait eu des événements et que certains journaux européens avaient besoin d'un correspondant ici. J'ai été un moment en Europe où j'avais effectivement une grande propriété, où j'avais de l'espace, et j'avais demandé à mon frère qui est dans le matériel médical jetable, qu'est-ce qui prend le plus d'espace. Il m'avait dit, bon, les seringues, les aiguilles, le coton, des produits comme ça, qui sont des gros cartons légers, mais donc je me suis lancé là-dedans. Donc c'est des domaines à chaque fois très différents, mais il y a quand même deux éléments qu'on retrouve à chaque fois dans ces parcours entrepreneuriaux, donc ces créations d'entreprises. La première, c'est que j'aime vendre, donc c'était un atout. J'aime vendre, peu importe ce que je dois vendre, j'aime vendre. Alors ça me donnait un atout, surtout pour démarrer des entreprises. Et deuxièmement, c'est ce côté d'analyse du besoin. Comme je dis souvent à mes étudiants, une fois que vous avez bien décelé le besoin de votre client, et ça aujourd'hui c'est très difficile parce que souvent c'est psychologique, on n'est plus avec des besoins primaires là, très faciles à déceler, c'est une combinaison de besoins, vous savez, on est très sophistiqué, c'est psychologique, parce qu'une fois qu'on a bien fait, c'est ce que j'appelle même la molécule du besoin, une fois qu'on a bien compris tous les atomes qui composent cette molécule, bah, d'y répondre c'est très facile, le comment devient très très facile. Mes étudiants, vous allez sous-traiter ça en Chine si c'est un produit, vous allez engager les gens si c'est un service, mais de bien comprendre le besoin. Donc dans toutes ces opérations qui étaient très disparates, ça a toujours été cette analyse, et même des fois j'avais rien à voir, dans le sens aucune expérience, j'avais jamais été dans ce domaine-là, sauf au contraire j'avais un regard très curieux et très innovant de vraiment déceler ces marchés-là, et j'arrivais avec des yeux neufs. Et c'est ce qui faisait la grande différence, alors que les gens qui étaient là-dedans étaient un petit peu aveuglés ou focusaient toujours sur l'histoire. Mais on a toujours fait ça de la même façon. Et effectivement, c'était mon côté innovant, parce que je voyais bien le besoin, et puis je disais, attendez, les gens, c'est plus ça qu'ils veulent. C'est autre chose, où il y a une combinaison de besoins qui, ce petit élément-là, est plus important maintenant dans l'achat, et c'est ça qu'il faut offrir. Donc j'ai fait dans différents secteurs, que ce soit dans l'aviation, dans l'édition,
Et ça m'a amené à être dans beaucoup de domaines et ça a sûrement aussi nourri ma curiosité d'à chaque fois de découvrir des nouveaux secteurs, des nouveaux pays, des nouveaux territoires. Et bien après toutes ces années-là, comme je valorise l'entrepreneuriat, je me suis dit, bon, les années passent, et comme je disais, suivant la situation, votre état de santé, votre état mental, votre état familial, quoi que ce soit, je ne pourrais pas continuer toujours à peut-être démarrer des entreprises et tout. Et je dis, c'est peut-être le temps d'avoir une notion de générativité, là, d'une génération qui donne à l'autre génération. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est toujours une petite plante fragile qui peut se faire facilement écraser, que ce soit par les États, par la société ou quoi que ce soit. Et je dis, ben, je me suis donné comme une mission. J'ai dit, ok, je vais être comme un missionnaire maintenant. Je vais faire la promotion de l'entrepreneuriat, surtout de l'esprit d'entreprendre. Pas spécialement comment entreprendre, tellement de méthodes là-dessus. Il y a donc une douzaine d'années à peu près, je me suis dit, ah, ben maintenant je voudrais peut-être stimuler parce que je trouvais que notre société est de plus en plus frileuse. Et j'ai même une citation dans les murs d'HEC que j'ai inscrite, que je dis que l'homme naît, du verbe naître, là, donc l'homme naît entrepreneur, et bien souvent c'est la société qui le bureaucratise. Donc je dis, ben, je vais lutter contre cet esprit de bureaucratiser les gens, là, de les rendre plus frileux, entre guillemets, et puis ça va être ma mission. Et je dis, le meilleur moyen, c'est quoi? Ben, c'est d'avoir un auditoire où je fais des shows, où je suis dans l'enseignement et j'aurai une clientèle captive. Ça sera à moi à vendre mon cours, à les intéresser à s'inscrire à mon cours, mais ce sera peut-être plus facile que de remplir des salles de spectacle ou je ne sais quoi. Et donc c'est pour ça que je me suis lancé dans l'enseignement. J'essaye de leur faire passer quelques messages qui sont souvent en amont surtout de faire, dans le sens de savoir-faire entreprendre ou le métier d'entrepreneur, c'est ce fameux esprit d'entreprendre. Et je me suis aperçu, je m'appelle monsieur, j'ai pas de PhD, j'ai pas de doctorat, mais moi j'ai GBS. GBS c'est quoi? C'est mon gros bon sens. Et comme j'aime l'expliquer, dans ma famille depuis donc 2500 ans on est entrepreneur. J'ai essayé de revenir à la source même de l'entrepreneuriat. Et quand je parle d'entrepreneuriat, c'est pas que de l'entrepreneuriat commercial, ça peut être de l'entrepreneuriat social ou autre, l'entrepreneuriat politique même, je dirais. Et je dis, dans l'humanité, là, quelles ont été les activités entrepreneuriales de certaines personnes, là, c'était quoi là, le fondement de ça? Et c'est là que je me suis aperçu que bien souvent on confondait le mot entreprendre avec un manager, avec un gestionnaire, parce que quelqu'un gérait une entreprise. Donc il y a une culture, il y a un certain paradigme dans ces grandes écoles. J'ai dit, attendez, être entrepreneur, c'est être un géniteur, c'est pas être un éleveur. Et ça fait une grosse différence. Et je peux vous assurer, j'ai 5 enfants aussi à ce niveau-là, donc j'ai été entrepreneur. Faire des enfants, c'est pas pareil que de les élever. On n'est pas dans le même état d'esprit, on n'est pas dans les mêmes conditions, on ne planifie pas ça de la même façon. Donc, je dis à mes étudiants, je vais vous expliquer ce que c'est d'être un géniteur plutôt que d'un éleveur. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je m'aperçois de plus en plus que les gens ont peur d'avoir peur. Bien souvent aussi le monde extérieur à l'entrepreneuriat, et pas les entrepreneurs, mais le monde extérieur. Ça, c'est le grand dilemme de l'entrepreneuriat mondial. C'est que c'est des gens qui ne sont pas entrepreneurs qui parlent d'entrepreneurship. Et ça m'énerve un petit peu personnellement. Donc je me suis aperçu que souvent on associait des mots avec le mot entrepreneuriat, comme les entrepreneurs sont des gens qui prennent des risques, ou c'est des gens qui savent calculer les risques. Et j'ai regardé un petit peu les entrepreneurs, j'ai parlé des entrepreneurs, je me suis auto-analysé entre guillemets. Je dis, moi, j'ai jamais pris de risque dans ma vie. En fait, c'est un mauvais mot. Le mot risque, c'est un terme qui est utilisé dans l'assurance, sur des probabilités d'événements qui peuvent arriver statistiquement. Je dis, c'est pas du tout ça, l'entrepreneurship. On est dans l'incertitude, donc on n'est pas dans des certitudes analytiques et statistiques et autres que peuvent avoir les compagnies, que peuvent utiliser les compagnies d'assurance. Donc le mot risque, je l'ai banni moi de mon vocabulaire entrepreneurial. Je dis non, un entrepreneur c'est une personne qui va analyser, et il y a donc une analyse, hein, une réflexion sur qu'est-ce qu'il est prêt à perdre. Or une fois qu'il est prêt à perdre ce qu'il est prêt à perdre, il n'y a plus de risque, il est prêt à le perdre. Donc il ne met aucun focus de dire je ne veux pas perdre, je vais vous expliquer 6 éléments, donc je ne veux pas perdre telle chose ou telle autre, je suis prêt à le perdre, donc je vais jouer pour gagner. Donc je dirais, je joue comme à la brésilienne pour le football, je vais marquer des buts. Je sais que je peux en prendre, mais je n'ai pas peur de prendre des buts. Mais je sais que je vais en marquer plus, donc je vais jouer tout positif.
un peu plus agressif peut-être, plus combatif, et non pas jouer défense calcio à l'italienne. Je ne veux pas prendre de but, mais on ne gagne pas de match. En prenant aucun but, si on n'en marque pas, on ne gagne pas de match. Au pire, on fera un match nul. Alors, j'ai analysé, là j'ai été un petit peu plus en profondeur, ils n'ont aucune sensibilité après. Alors c'est sûr, il y a l'argent, il y a les montants économiques ou quoi que ce soit, quitter sa job, donc un salaire, mettre son propre patrimoine en jeu, mais si je suis prêt à le perdre, il y a bien des joueurs qui vont jouer et qui sont pas sûrs de gagner et qui s'ils sont autour d'une table de roulette, une table où on joue, où ils font une partie de poker, je vois mes étudiants, quand ils commencent une partie avec 10 euros, 20 euros, ils savent qu'ils peuvent les perdre, mais ils sont prêts à les perdre, ils ne vont pas se suicider après. Donc il y a le côté monétaire. Il y a le côté temps aussi. Il y a des gens qui sont sensibles à ne pas perdre leur temps. D'autres qui ont du temps ou qui ont aucune aversion à perdre leur temps. Donc effectivement, démarrer une entreprise et peut-être après 1 an ou 2 ans que ça arrive à un échec, certaines personnes pourraient dire ah, il a perdu 2 ans de sa vie. Je veux dire, toute une vie, là, des fois 2 ans, c'est rien du tout. Mais quand on est plus jeune, des fois ça a plus de valeur. Ou à l'inverse, quand on est plus vieux, il nous dit il ne nous reste plus que quelques années à faire quelque chose, donc on est un petit peu pressé par le temps. Donc il y a perdre de temps. Il y a aussi perdre ce que j'appellerais ces relations familiales. C'est vrai, d'être entrepreneur, des fois ça prend du temps. On doit choisir entre la famille et effectivement son entreprise. Et la génération Y a un certain type de choix dans ça. Ça penche un peu plus des fois aujourd'hui sur les activités familiales, personnelles, que sur l'entreprise. On n'est peut-être pas prêt à sacrifier sa famille pour l'entreprise. Donc ça aussi, et vous allez voir, ces 6 éléments-là sont tous très subjectifs. Il n'y a pas une objectivité là écrite quelque part et qui est la norme. Vous avez aussi après une histoire de, quand je dis santé, c'est santé psychique, santé physique même. Il y a certains métiers qui sont dangereux, qui sont difficiles physiquement, d'autres psychiquement. Alors ça aussi, est-ce qu'on sort d'un burn-out, est-ce qu'on sort d'une grave maladie et on se lance en tant qu'entrepreneur, ou versus on est un jeune plein de dynamisme qui est prêt à 72 heures non-stop de travailler ou quoi que ce soit, et puis sans pour cela faire un infarctus ou avoir besoin de 3 mois de vacances pour se relever. Alors il y a cet aspect santé. Et il y a les 2 dernières choses les plus importantes qui sont en fait l'histoire de perdre la notoriété, le regard des autres. Petit exemple, moi, actuellement j'enseigne l'entrepreneurship, et d'échouer, ça m'ennuierait, parce que j'enseigne comment réussir en affaires, et on me dirait, mais monsieur Ananou, vous avez échoué il y a 3 mois, là. Donc le regard des autres, souvent c'est un des plus grands problèmes pour les entrepreneurs, le regard des autres, et pourquoi ils ne se lancent pas et tout. Une personne qui dit, moi je m'en fous, entre guillemets, des autres, le regard des autres ne me touche pas, je suis insensible à ça, va faire sûrement beaucoup plus de choses. Et la dernière chose la plus importante, qu'on oublie bien souvent, et dans beaucoup de pays, on veut stimuler les chômeurs à devenir des entrepreneurs, c'est l'estime de soi. Et c'est là que je dis, c'est pas d'être insensible à tout ça, non, c'est quelle est votre sensibilité sur ces 6 éléments, ça fait quelque chose d'holistique, ça vous fait une personnalité spéciale au niveau de la sensibilité, et vous allez démarrer un projet qui est en fonction, en adéquation de cette capacité à perdre des choses que vous êtes prête à perdre. Et une fois qu'on est lancé là-dedans, on ne regarde plus ce qu'on peut perdre, on est prêt à le perdre.